merci à tout le monde d'être là. J'espère qu'on nous entend bien, qu'on nous le dise dans dans le chat s'il y a un problème. Donc, je me présente, je suis François Aral Andréoli, je suis conseiller consulaire des Français d'Espagne. Et j'avais proposé dans le cadre du Salon virtuel économique francophone cet échange, une invitation à mieux connaître les opportunités qui existent en Amérique latine pour les entreprises francophones. Et donc, je compte pour animer cet échange sur deux invités de haut vol. Notre député des Français d'Amérique latine, Sergio Coronado, qui est le député d'une circonscription immense. Bonsoir, enfin bonjour, qui est donc en Colombie, où il accompagne la délégation française. 33 pays, Amérique latine et Caraïbes. Voilà, mais en ce moment tu es en Colombie, si je ne me trompe pas, aux côtés du Premier ministre, qui est en déplacement officiel. Ah non, je suis à Paris en ce moment. Paris. Ah, je croyais que tu étais encore en Colombie. Donc, non, en ce moment je suis à Paris, je suis rentré en fait de mon déplacement. Très bien. En tout cas, député donc connu pour sillonner sans relâche cette immense circonscription et qui est certainement un des meilleurs ambassadeurs de notre pays et un des meilleurs défenseurs des Français qui vivent de l'autre côté de l'Atlantique. Et puis on a aussi avec nous Carlos Morales, donc qui est directeur général de MSH Global, entreprise compagnie qui est chargée d'accompagner l'internationalisation d'entreprises de toute taille européenne, principalement espagnoles, vers les marchés latino-américains. Bonjour Carlos. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Voilà. Je ne sais pas si vous écoutez bien. Si, on t'écoute très bien. Je vais vous tutoyer puisque je vous ai tutoyé en off avant et qu'on nous écoutait déjà. Carlos, qui est marié à une Française d'Espagne, son entreprise est basée en Espagne puisque l'Espagne est donc cette interface vers le continent américain pour les Européens. Et sans plus tarder, je voudrais donc commencer par une question à Sergio Coronado. L'Amérique latine est en pleine ébullition. Elle connaît, les économies latino-américaines connaissent des taux de croissance qui font pâlir d'envie les Européens. On voit l'état de droit avancer à grands pas, la stabilité politique se confirmer, même si la carte géoéconomique et géopolitique est hétérogène. Et justement, de ton point de vue, Sergio, quelles sont les opportunités pour les entreprises francophones et françaises dans ce nouveau contexte ? Alors, plusieurs remarques. D'abord, c'est vrai que l'Amérique latine, depuis la sortie des dictatures, a retrouvé de la stabilité économique. Et puis, à partir des années 90, avec les changements politiques qui se sont opérés et qui ont vu, en fait, des gouvernements de gauche se mettre en place, connaissent une période qu'il faut nuancer de croissance et parce qu'il y a des pays comme le Brésil qui, aujourd'hui, sont un peu en stagnation. Cela dit, on a aussi des résultats tout à fait flatteurs pour des pays d'ailleurs qui étaient regardés avec beaucoup de circonscriptions, parfois d'hostilité, parfois de doute, d'inquiétude, en tout cas avec un regard fait de méconnaissance et d'ignorance, parce que on comprend pas toujours les mouvements politiques qui sont à l'œuvre. Je veux parler par exemple de l'Équateur et de la Bolivie, qui ont connu les meilleurs résultats depuis 2 ans en Amérique latine, avec une croissance tout à fait flatteuse, et puis des pays qui investissent, qui sont en train de forger un État avec des infrastructures. Et donc c'est vrai que l'Amérique latine attire. C'est vrai aussi en fait que le fait que la France soit pas la grande puissance qu'elle a pu être permet aujourd'hui de se dire que ce sont des pays avec qui on peut discuter vraiment en grande partie dans une relation d'égalité. La France n'est pas totalement absente, bien au contraire. La France est présente au Brésil, est présente par exemple en Colombie. C'est le premier investisseur, le premier employeur privé, le deuxième investisseur étranger. Et les grandes entreprises françaises, elles sont connues. C'est les entreprises de l'aéronautique, de la pharmacie, de l'automobile, la chimie, la parfumerie. Et en même temps, ce que moi je constate, en effet, c'est que les Français, quand on parle d'installation là-bas, de création d'entreprises, agissent dans des secteurs qui sont très attachés à l'image de la France, en fait, à l'hôtellerie, au Brésil avec des hôtels boutiques, ou en Colombie, comme dernièrement les descendants de la famille Mulliez qui ont ouvert 3
3 auberges de très grande qualité, de très bonne qualité. Le rapport qualité-prix est assez exceptionnel d'ailleurs, à Bogota, sur la côte Caraïbe et à Medellín. Et puis, il y a également tous ces Français qui, finalement, ouvrent des commerces dans des domaines qui font la réputation française, hein, la gastronomie, donc des restaurants, et ça marche souvent très bien, des boulangeries, et ça marche aussi très bien. Et donc, avec des succès parfois plus difficiles à obtenir dans des pays comme le Brésil, qui est un pays plus nationaliste, plus fermé, avec une vraie bureaucratie, où il faut toujours privilégier l'existence d'un partenaire local, et d'autres pays où effectivement les choses semblent plus simples pour l'installation et pour la création des entreprises, puisqu'ils ont été des pays qui ont subi plus qu'ailleurs d'ailleurs la dérégulation, et donc qui sont très libéralisés entre guillemets, comme le Chili ou la Colombie en fait. C'est plus facile d'y arriver, de s'y installer. Donc, juste pour aller dans le sens de ce que disait Sergio, Carlos, toi qui accompagne régulièrement des entreprises à s'installer donc en Amérique latine, à l'international, soit à trouver des partenaires, racheter des filiales, investir ou tout simplement y trouver des clients. Est-ce que tu partages le point de vue de Sergio? Et aussi, on en parlait pour préparer cette rencontre, petites ou moyennes, qui parfois ne l'imaginent même pas, ont des avantages pour arriver sur le marché latino-américain. Elles ont une force, non, ne serait-ce que parce qu'elles sont européennes. Après, je demande des excuses parce que le français, c'est pas ma langue, donc j'espère que tout se passe bien. Si vous ne comprenez pas, j'espère que tu m'aides, François. Bon, oui, je suis d'accord avec Sergio, mais il y a une seule différence que je veux faire, c'est que l'Amérique latine, c'est énorme. C'est énorme. Il y a des grandes diversités, il y a des grandes différences de pays. Donc, il y a des pays très, très, très grands comme le Brésil. Brésil, c'est plus grand que l'Europe. Donc, c'est énorme. C'est un continent, comme on dit là-bas. Et donc, tous les pays grands, ils sont faits en économie pour l'intérieur, parce qu'il y a une consommation intérieure très, très importante. Mais tous les pays petits, comme Chili, sont très ouverts. Donc, c'est l'économie très ouverte pour s'installer là-bas et pour travailler avec des autres pays à l'Amérique latine. Le système classique pour aller à l'Amérique latine, c'est de trouver des pays qui puissent travailler tranquille, qui puissent te laissent travailler bien, comme Chile, Pérou, Colombia. Et après, tu peux travailler à des autres pays qui sont beaucoup plus fermés, mais qui a aussi beaucoup d'opportunités, comme le bloc des pays de Venezuela, Argentina, Bolivia. Donc, la première chose, pour moi, très importante, c'est une différence. Il y a beaucoup de différences entre pays à l'Amérique latine. Donc, il doit choisir très bien quel pays doit chercher les partenaires locaux. Et en deuxième part, de faire un travail à l'entreprise, mais pas là-bas, sinon sur sa entreprise, sur la même entreprise. Avant de partir, elle doit travailler sur l'entreprise pour voir s'il y a quelque chose pour faire là-bas. Parce que là-bas, il y a de tout. Donc, c'est pas facile d'arriver et dire, nous, on est beaucoup de choses, mais là-bas, il y a aussi beaucoup de choses. C'est toutes les entreprises américaines qui travaillent sur l'Amérique. C'est l'Amérique du Nord, les États-Unis qui travaillent là-bas. Donc, c'est pas facile d'arriver comme ça. Donc, tu dois travailler très bien si tu es un service, un produit bien développé pour arriver à l'Amérique latine. D'accord, on reviendra sur peut-être des conseils concrets ou pratiques. Justement, Sergio Coronado, il existe des mécanismes en dehors des conseils que peut donner le député d'Amérique latine pour des entrepreneurs français qui donc seraient en France ou francophones, en France ou établis hors de France, des mécanismes d'accompagnement de chambres de commerce ou du gouvernement? Il en existe
Il en existe en effet, et en même temps, je pense qu'il faut être assez lucide et critique concernant la manière, les dispositifs qui existent. D'abord parce que la France a un petit travers, c'est-à-dire qu'on a un capitalisme traditionnellement très adossé au pouvoir politique, et donc souvent l'accompagnement qui est fait par les pouvoirs publics, par les administrations, par les agences, privilégie les grandes entreprises du CAC 40 ou les grandes entreprises qui ont été des entreprises publiques en fait nationalisées pour dire les choses très franchement. En ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, aujourd'hui, ce qui se passe, d'abord, il y a eu la fusion de deux instances dans une seule, avec une Business France, donc qui fait de l'accompagnement, mais qui démarre dans cet accompagnement pour les petites et moyennes entreprises. Donc, effectivement, quand on a sur un pays des demandes d'information ou simplement avoir une espèce d'évaluation sur les possibilités qui existent, ça peut être une bonne source effectivement d'informations et de renseignements. En même temps, c'est parfois inégal d'un pays à l'autre. Il existe également les chambres. Il est une pratique courante d'avoir des chambres de commerce qui sont franco-brésiliennes, franco-argentines, franco-colombiennes, où on trouve évidemment du personnel francophone. On a souvent des VI qui font des stages dans ces chambres et donc qui sont à la disposition, en tout cas, qui viennent en aide aux entreprises françaises qui existent déjà sur place ou à des entrepreneurs qui souhaitent s'y installer. Il y a parfois, mais là je suis plus nuancé parce que je crois que ça dépend vraiment d'un individu à l'autre, l'existence de ce qu'on appelle les conseillers du commerce extérieur. Certains peuvent être très actifs dans certains pays. Moi, j'ai le souvenir d'avoir rencontré en République dominicaine une élue consulaire qui est par ailleurs une conseillère du commerce extérieur, en fait, et c'est quelqu'un, effectivement, qui connaît la fois politiquement, culturellement, économiquement le pays depuis très très longtemps. Et c'est quelqu'un qui peut être, en effet, un excellent conseil pour l'installation. Ensuite, je crois qu'il ne faut pas négliger aussi l'existence de communautés sur place. Alors, pour conclure, la France n'est pas le pays d'émigration que l'on prétend parfois dénoncer chez certains responsables politiques qui nous parlent d'exil, d'hémorragie de cerveau et de talent. En fait, la France est un pays avec une présence à l'étranger modeste, à la différence de pays comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, comme l'Espagne ou même le Portugal, comme le Liban. Et donc, c'est des communautés françaises parfois conséquentes, mais qui sont modestes, très modestes, au regard d'autres communautés. Donc, on a, par exemple, en Amérique latine, une communauté française qui tourne autour de 22 000 inscrits consulaires au Brésil. C'est un peu plus, mais 22 000 inscrits consulaires au Brésil. 17 000 au Mexique, 16 000 ou 15 000, 16 000 en Argentine, 11 000 au Chili, et puis ensuite 5 300 en Colombie. C'est les grands pays en fait de la circonscription avec des communautés françaises. Je dis ça parce que les communautés françaises sont aussi des ressources pour celles et ceux qui veulent s'y installer. Ce sont des ressources en termes d'information, ce sont des ressources en termes de possibilités d'association, ce sont aussi des ressources simplement en termes de tissu économique, puisque les entreprises françaises sont souvent partantes pour tisser des liens, nouer des alliances économiques avec d'autres entreprises françaises, ou en tout cas des entrepreneurs qui souhaitent investir sur place. C'est d'ailleurs le sens d'une de mes questions. Carlos, donc très concrètement, quelles sont, l'autre jour tu m'expliquais les étapes que tu conseillais à un entrepreneur, y compris donc d'une entreprise, d'une PME, pour éventuellement s'installer dans un pays qui aurait été celui de son choix. Tu te rappelles, tu conseillais à peu près 3 étapes. Quels seraient donc tes conseils concrets, quoi, pratiques? Bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'opportunités pour les petites et moyennes entreprises parce que normalement, les grandes entreprises multinationales, je ne sais pas si les multinationales françaises, mais je crois que aussi, sont tous installés là-bas. Donc, normalement, les petites et moyennes entreprises travaillent en France ou en los países francophones, travaillent pour les multinationales. Donc, c'est beaucoup plus facile de sortir avec cette expérience et travailler aussi à l'étranger, en Amérique latine, à côté de cette entreprise. Ça, c'est les formules plus faciles
c'est aller. On dit prescription. C'est un système de prescription pour sortir. Ça, c'est le plus facile, c'est pas dur. Ça, le travail le fait très, très bien faire. Mais normalement, les systèmes que nous utilisons pour les petites et moyennes entreprises pour aller à l'Amérique latine doit passer pour 3 étapes. C'est on l'appelle previo, donc avant de partir. C'est tout le travail d'information sur les pays, sur les produits, sur les services qu'il va faire là-bas. Et normalement, nous, ici en Espagne, on fait avec la Chambre de commerce. Parce que normalement, la Chambre de commerce fait un voyage pour un pays, comme vous avez fait en Colombie la semaine dernière, avec des entreprises pour voir si c'est un marché intéressant. Nous, on conseille que les premiers voyages, c'est tout le temps presque, seulement pour connaître, pas pour faire des business. Le premier moment, c'est le moment avant de partir, comme je viens de dire. Après, on l'appelle l'implantation. C'est pas nécessairement que c'est l'entreprise qui s'implante là-bas. C'est aussi quand tu cherches un distributeur, la commercialisation des produits. Normalement, une entreprise à côté de la chambre de commerce, à côté tous les services locaux qui existent. Par exemple, au Chili, ça existe une institution qui s'appelle ProChile. En Colombie, ça s'appelle ProColombia. En Pérou, ça s'appelle ProPérou. Donc, on peut obtenir beaucoup d'informations pour arriver là-bas. Et c'est le moment d'implantation. Jamais tu dois y aller tout seul. Tu dois payer un avocat local qui connaît le marché international, pas seulement local. OK? Et après, quand les entreprises arrivent, ils doivent faire un travail de, on dit, support. Surtout pour la comptabilité, parce que tous les trucs fiscaux des autres pays, pas de l'Amérique latine, des autres pays, avec la France, normalement, c'est bien différent, on va dire. Donc, la France paye beaucoup d'impôts à côté des pays de l'Amérique latine, donc il y a différence que doit bien expliquer, si vous voulez. Un consultant spécialisé. Il y a 3 moments qu'on vous vient de dire. Pardon, Sergio, dans ces exemples d'entreprises francophones ou françaises qui ont réussi, est-ce qu'il y en a certaines, par exemple, que tu as pu accompagner ou pour donner un exemple concret de quelqu'un qui est de l'autre côté du charco de l'Atlantique, qui imagine cet univers peut-être comme quelque chose de compliqué et tu parlais de personnes qui se sont installées dans l'hôtellerie. Est-ce qu'il y a des histoires positives qui pourraient donner envie justement de tenter l'aventure? Ou est-ce que si c'est compliqué, est-ce qu'il y a des tracasseries administratives ou au contraire, est-ce que c'est beaucoup plus simple que chez nous, par exemple? D'abord, l'Amérique latine, en tout cas la circonscription que je couvre, moi, elle regroupe 33 pays. Donc, certes, c'est un continent politiquement, culturellement assez homogène, et c'est sans doute une des circonscriptions les plus homogènes qui soit. Il ne reste pas moins que 33 pays, c'est 33 histoires, 33 fiscalités, 33 cadres normatifs qui sont assez différents. Cela a été dit tout à l'heure, il y a des pays plus ouverts que d'autres, il y a une fiscalité plus basse que d'autres, mais des histoires de succès et de réussite, il y en a à fois de fait. Il y a une présence française très ancienne au Mexique avec des gens venant de Barcelonnette qui ont réussi dans plusieurs secteurs. En Colombie, par exemple, où la présence française s'est caractérisée, en tout cas d'un point de vue entrepreneurial, par le rachat d'entreprises. Il fut un temps, c'est moins maintenant parce qu'il y a eu des reventes, mais où l'ensemble de la grande distribution colombienne était en main d'entreprises françaises. Et c'était remarquable, d'abord parce que l'adaptation des entreprises françaises qui avaient acheté avait été saluée. Je me souviens, c'était Carrefour Chévere. C'était vraiment Chévere, c'est un petit mot comme ça, mais qui disait beaucoup de la manière dont Carrefour finalement avait réussi à non seulement à s'installer en Colombie, mais à se colombianiser. Il y a également des Français qui, sans avoir d'entreprise française en
en tant que tels, parce qu'ils dirigent des entreprises colombiennes à capital colombien, ont réussi. Je reprends encore la Colombie. Il y a la principale grande agence de voyage colombienne, Aviatour, qui est en main d'un personnage célèbre, qui est une sorte de, entre guillemets, de parrain des entreprises colombiennes, Jean-Claude Bessoul, qui est évidemment français de nationalité. Et puis il y a des petites histoires, de jolies réussites, de restaurants, de boulangeries. Enfin, vraiment, sincèrement, c'est des pays qui se projettent, qui ont confiance dans l'avenir. Je ne dis pas que les choses sont simples, les installations sont parfois difficiles, mais ça ne se passe pas toujours facilement. Mais c'est des pays qui ont confiance en l'avenir, et ça, c'est très important. Et ensuite, il y a des vraies expériences et des vraies réussites qui parlent au-delà des frontières, même au-delà du continent latino-américain. Je prends un seul exemple, c'est une petite entreprise grenobloise qui s'appelle Poma, qui fait des téléphériques. Voilà, donc quand vous alliez skier dans les alentours de Grenoble, c'est une entreprise de la région. Et ben, cette entreprise-là, elle est à l'origine en fait d'une des mutations les plus importantes qui ont eu lieu en Amérique latine depuis une vingtaine d'années dans les transports, dans l'aménagement de l'espace, avec la construction du métrocable de Medellín. Vous le savez, c'est désormais une expérience qui est donnée en exemple, qui attire énormément de collectivités locales et qui intéresse même désormais au-delà de l'Amérique latine, parce que même en Europe, on se pose la question de construire des téléphériques pour faciliter le désengorgement et faciliter le transport. Donc, ils ont construit à partir du métro des lignes de métro câble. Donc, ce sont des lignes de transport intégré et qui ont totalement changé la donne à Medellín, dans une ville qui était très frappée par la violence à une époque, où les quartiers périphériques, las comunas, qui sont sur des pentes et des collines, étaient à la fois loin des axes de communication, où il était dangereux de s'y rendre. Et ben, c'est une véritable réussite. Ça a été fait également au Brésil, au-dessus d'une favela qui s'appelle Alamao, mais avec moins de succès parce que les complications du Brésil font que le système n'est pas intégré. Il y a une rupture entre le téléphérique et le train. Mais en Colombie, c'est un véritable succès et c'est vrai que c'est pris en exemple très, très loin au-delà des frontières de la circonscription et du continent. Voilà, donc il y a de belles histoires, de belles réussites en effet. Je veux dire, en fait, la France, c'est considéré comme un pays d'ingénieurs. Donc les grands chantiers, là, l'élargissement du canal de Panama, le pont de l'Atlantique, c'est une entreprise française. Le métro de Panama, ce sont des entreprises françaises. Le métro de Santiago, ça avait été à l'époque la France également. Donc, on a une réputation, on a un savoir-faire. Et je crois que là où on pêche parfois, c'est que ce savoir-faire, il a besoin d'un récit. L'économie, c'est pas simplement des chiffres. On a besoin d'un récit. Et l'un des grands défis de l'Amérique latine, c'est le défi urbain. C'est de rendre la ville soutenable, c'est de rendre la ville, j'allais dire, amigable, en utilisant un terme espagnol. Enfin, une ville qui soit pour tous et toutes. Une ville qui ne soit pas une ville d'apartheid, de différences trop violentes, très, très inégalitaires en Amérique latine. C'est une ville où le déplacement soit simple, soit sûr. Et je crois que dans ce récit-là de la ville pour tous, de la ville durable, une ville qui soit capable de construire la vie ensemble dans un futur proche, une ville qui tienne compte des contraintes du changement climatique, des déchets, des économies d'énergie nécessaires, et ben je crois que la France a une vraie carte à jouer en fait là-dessus, parce qu'on est d'abord crédible, parce qu'on a un savoir-faire et on a les entreprises qui pourraient, autour de ce récit, être à la manœuvre. Oui, ça correspond d'ailleurs à une conversation que nous avons eue. Après, moi, je pense un peu aussi au public de ce premier salon virtuel de la francophonie, qui est souvent, par exemple, des entrepreneurs qui sont des petits entrepreneurs qui sont basés en Espagne, des négociants de vin, parfois des exploitants. Et Carlos, l'autre jour, tu me disais que pour trouver, y compris des clients européens, qui peut intéresser énormément de l'autre côté de l'Atlantique, non? Normalement, il y a un problème pour le petit et moyen entreprise, et c'est un problème psychologique. Il attaque normalement des petits marchés. Mais
pour l'Amérique latine, quand il arrive une entreprise européenne, on dira si c'est petite, moyenne, un grand entreprise. C'est une entreprise européenne pour l'Amérique. Donc déjà, psychologiquement, c'est très bien pour faire une négociation. Parce que les entrepreneurs là-bas, vous devez savoir que le premier investisseur de l'Amérique latine, c'est Chile, c'est le premier investisseur de l'Amérique latine en Pérou, le troisième en Colombie. Et en Brésil, ça commence de Brésil à Chile, de Mexique à Chile, de Chile à Mexique. Mais de Chili à Espagne, il n'y a presque rien. Et c'est très, très actif, Chili, pour le mouvement d'entreprise et tout, dans l'Amérique latine. Mais il y a un problème psychologique. Ça doit passer de temps, de travail, pour arriver à comprendre qu'il y a aussi des opportunités à l'Europe. Mais pour l'autre côté, ça c'est une grande opportunité pour les entreprises européennes. Moi, je fais beaucoup d'achats d'entreprises d'Espagne au Chili, et l'entreprise espagnole était petite que la chilienne. Mais ça peut faire parce qu'il y a un problème de stratégie, de psychologie, de comprendre comment marche le marché européen, parce qu'ils ne comprennent pas. Et c'est l'Europe, ça se vend très bien. Ça, c'est clair. Mais ça, c'est une opportunité. Ça, c'est un canal, une chaîne de marché énorme. C'est une grande opportunité. Et quand je dis achat, c'est achat petit. C'est des entreprises petites. C'est pas des grands achats. Donc, il y a une opportunité, il y a des opportunités là-bas. C'est-à-dire que l'entreprise européenne, elle a une position de force, elle peut éventuellement trouver un partenaire qui est plus important qu'elle. C'est ça que tu expliquais. Et tu conseillais aussi, si j'ai bien compris, c'est ta position. J'ai entendu Sergio parler d'autres pays, mais tu conseillais aussi d'utiliser les formes d'intégration économique qui sont en train de se développer en Amérique latine, ces grands accords régionaux. Et l'autre jour, tu disais que tu viens de le dire en réalité, hein, que tu conseillerais plutôt de s'installer au Chili pour le type de stabilité et d'ouverture économique. Et à partir du Chili, on peut avoir une stratégie sur l'ensemble. Par exemple, on les voit à côté des pays qui sont partenaires de l'Alliance du Pacifique où il y a des accords de libre-échange. Je ne sais pas si Sergio, lui, voit les choses de cette façon. Est-ce que finalement ces nouveaux gouvernements... J'ai pas de désaccord en fait. J'ai pas de désaccord. C'est vrai que le pays est stable. C'est vrai que c'est un pays où le capitalisme est florissant, pour dire les choses très franchement, et que malgré ou à cause ou grâce, je sais pas comment il faut le dire, les réformes menées par le gouvernement de Bachelet, la situation, en tout cas, les filets sociaux de protection vont commencer à exister. Hein. C'est un pays qui a été durement frappé par la dictature et le système économique, on a été transformé de bout en bout. Hein. C'est un pays, effectivement, où il est facile de s'installer, mais il faut néanmoins savoir que c'est un pays où l'école coûte cher, où la santé coûte cher, où les services sont tous payants. C'est un pays qui ressemble à un petit États-Unis du Sud. Donc, mais c'est vrai qu'à partir des accords régionaux, l'Alliance du Pacifique, les alliances régionales, c'est un pays effectivement qui est une très bonne porte d'entrée, qui est un pays plus facile que le Brésil, en effet. C'est un pays qui est plus facile que l'Argentine actuellement. Il y a un autre pays dont on n'a pas parlé, qui se porte plutôt bien et qui a des bons résultats économiques, c'est l'Uruguay. C'est un petit pays, certes, mais c'est un pays qui est bien. Le Paraguay, qui commence à avoir des résultats économiques intéressants, et qui commence à attirer des entreprises étrangères. Hein, voilà. La Colombie, qui est un pays paradoxal, hein, qui reste un pays en conflit, puisqu'on a des négociations de paix qui se déroulent à La Havane en ce moment, on a 4 millions de médecins, et en même temps, c'est un pays qui attire énormément d'investisseurs et qui connaissent une forme de succès tout à fait avéré. Donc, voilà. Et puis d'autres pays qui commencent à attirer en raison de leurs bons résultats économiques, comme l'Équateur et la Bolivie. Donc moi, je pense en effet que la bonne technique, c'est d'abord de savoir ce qu'on veut y faire, c'est de se renseigner préalablement, et puis de prendre les informations effectivement de manière très rationnelle, très
poser et puis de construire un plan d'investissement et une étude de marché qui permettent de ne pas se jeter dans le vide sans parachute. Mais c'est vrai que le continent offre des perspectives et des opportunités qui sont sans commune mesure avec la réalité européenne d'aujourd'hui, puisque l'Europe est frappée par des politiques d'austérité qui nous mènent à des situations finalement de panne économique, où on assiste à une absence d'investissement, à un manque de confiance, où on a peur nous-mêmes pour notre avenir immédiat, alors que l'Amérique latine n'est pas dans cette situation psychologique, n'est pas dans cette situation économique, et les politiques d'austérité ont heureusement été battues en brèche dans les années 90. Le consensus de Washington et les politiques d'austérité qui s'y ressemblent fort ont été balayés d'un revers de main et les puissances politiques qui en étaient les principaux soutiens également. Donc c'est aujourd'hui un continent assez transformé de ce point de vue-là. C'est une approche intéressante. Et alors, quelles pourraient être les... J'aimerais dire, si oui, c'est possible. Aujourd'hui, il y a beaucoup de facilité pour savoir les entreprises où doivent aller. Par exemple, le Transparency International, International Transparency. C'est un web que vous pouvez regarder et bien la corruption pour les pays. Ça, c'est très important pour les entreprises. De travailler avec un système un peu pas très loin de le système que vous travaillez. Et un autre point, les pays qui avaient dit Sergio, par exemple Uruguay, c'est un pays vraiment bien, ça marche très très bien. Et donc il y a aussi c'est un pays pour s'établir, mais le seul problème c'est que c'est un pays très petit. Donc, ça marche vraiment bien, c'est très 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 stable. Et c'est un pays qui utilise beaucoup les gens qui veulent travailler sur l'Argentine parce que pour l'Argentine, c'est très difficile de travailler en Argentine. Donc, tout le monde travaille de Uruguay à Argentine. Le Paraguay aussi, c'est un pays qui ça commence à démarrer très 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 bien, mais il y a un problème aujourd'hui de corruption en plus, que ça commence à changer, mais c'est vraiment un pays intéressant. Pour nous, l'Alianza del Pacífico, Chile, Perú, Colombia, México, bien sûr, c'est l'alianza néolibérale, c'est l'alianza que les Américains ils voient avec con buenos ojos. Positivement. Mais pour les entreprises, et moi, je travaille pour les entreprises, c'est très important parce que c'est un bloc, c'est pas un bloc économique social, c'est seulement pour les marchés de produits et services, libre circulation de personnes. Mais c'est 205 millones de consommateurs. C'est très 200 intéressant. millions de consommateurs. Ça, c'est très, très, très intéressant parce que une entreprise qui arrive à une de ces marchés, ça peut travailler pour les 4 marchés. Sans problème. Ça, c'est facilité pour faire des business. Ça, je crois que c'est intéressant. Je ne dis pas mon opinion du système économique. Ça, c'est un autre chose. Et donc on voit un panel d'opportunités, peut-être pour conclure, parce qu'on se rend compte que c'est donc des processus qui demanderaient du conseil, d'être accompagné par des avocats et peut-être tout simplement de chercher. Mais peut-être pour conclure, quelles sont peut-être les erreurs à éviter d'après vous pour une entreprise, quelle que soit sa taille, qui arrive en Amérique latine. On pourrait peut-être conclure comme ça, en sachant que pour avoir parlé avec vous en préparant cet échange, il y aurait beaucoup d'autres thèmes à aborder. Carlos m'expliquait que, par exemple, dans la façon d'organiser une entreprise, la tradition de l'ingénierie française, il y a des façons de gagner des positions sur les marchés latino-américains qui sont plutôt à l'avantage de la tradition, on va dire, de la culture d'entreprise française, voire francophone. Y compris, tu m'avais donné des exemples de négociants ou d'exploitants de vin qui par leur façon de faire, peuvent arriver et stimuler des productions locales qui sont en plein boom. Mais juste, bon, peut-être quelques conseils simples qui pourraient
servir de garde-fou à ceux qui ont été séduits par ce que vous venez de leur présenter. Sergio, peut-être, ou on laisse Sergio conclure. Rapidement, d'abord, je l'ai dit tout à l'heure, et on a été plusieurs à le dire, enfin tous les trois, il faut savoir ce qu'on veut vraiment y faire. Donc, on s'improvise pas créateur, entrepreneur. C'est pas une activité comme ça. C'est une danseuse en fait. Hein, donc, ça nécessite un plan d'investissement, une étude de marché. Je crois qu'il faut éviter le coup de tête, le coup de foudre pour un pays, les plages du Brésil, le Nord-Est, parce que c'est un pays difficile et donc si on choisit le Brésil, ça veut dire qu'on a des contacts locaux, ça veut dire qu'on a un partenaire local qui est prêt à investir, ça veut dire aussi qu'on s'apprête à ranger des bénéfices qui permettraient de rentabiliser l'investissement 2-3 ans, donc ça faut le prévoir. Il n'est pas simple en fait d'avoir un visa d'investisseur et que ensuite le séjour est parfois compliqué. Qu'il y a effectivement des pays qui sont plus faciles, le Chili, la Colombie, aujourd'hui le Mexique. Il faut tenir aussi compte quand même des questions de sécurité. Moi, je ne dresse pas du tout un tableau apocalyptique de l'Amérique latine, mais les standards de confort, de sécurité que nous avons, nous, en Europe, ne sont pas les mêmes qu'en Amérique latine, et donc ça peut affecter, non pas en tant que tel, parfois si, directement même, pas que, l'activité de l'entreprise, mais ça peut affecter simplement la vie de celles et de ceux qui sont à l'origine du projet entrepreneurial. Et dans ce cadre-là, je ne crois pas qu'on puisse se découper en bouts et donc ça nous affecte, ça affecte notre famille, nos enfants ou notre cellule familiale. Ça peut évidemment avoir des conséquences compliquées. La question de l'offre éducative aussi, je sais que les Français sont très sensibles en fait à pouvoir garder un lien fort, très proche avec le système éducatif français. Donc, regarder aussi où est-ce qu'il y a des lycées français, c'est aussi un moment important parce qu'il y a des communautés françaises autour. Il y a des... Et puis savoir aussi que c'est un peu cliché, ça fait un peu Amélie Poulain pour utiliser un film qui a eu beaucoup de succès en Amérique latine. On a, quand on est français, quand on est à la tête d'entreprises françaises, évidemment une reconnaissance, une sorte de savoir-faire reconnu. Bah oui, quand on a une entreprise qui travaille dans le vin, dans la gastronomie, voilà, c'est comme ça. On est associé à ces choses-là et en même temps, on est aussi, je l'ai dit tout à l'heure, un pays d'ingénieurs. Donc les entreprises moyennes ou les grandes entreprises ont une crédibilité sur les transports, sur l'énergie. Pas simplement nucléaire. Je voudrais quand même casser un mythe sur même les énergies propres, les renouvelables. On a une reconnaissance importante et sur la maîtrise d'ouvrage, en fait. On est en concurrence, ça c'est vrai, avec des entreprises brésiliennes, des entreprises allemandes, mais les Français ont une crédibilité très forte sur ces questions-là. Moi, c'est vraiment ces questions-là qui me paraissent importantes, c'est-à-dire pas simplement l'environnement pour l'entreprise, mais l'environnement pour nous-mêmes. Quand on arrive dans des pays où le système de santé est totalement payant et libéralisé, on a parfois de grandes surprises, et ces surprises-là peuvent être déterminantes sur la volonté, sur de rester et d'investir durablement dans un pays. Et je pense que ça affecte aussi les projets d'entreprise. Le projet d'entreprise, quand on décide de partir loin, de s'installer, de changer un peu de vie, c'est un projet de vie.